C'est normal, c'est à l'envers là. Non. Tiens, tiens. Alors, bonjour à tous. Donc le sujet du jour, c'était la conservation et la restauration du patrimoine archéologique issu de fouilles en milieu immergé. Alors c'est un peu vaste, donc on a décidé de cibler. On va vous parler plus spécifiquement de la biodétérioration des matériaux archéologiques céramiques et lithiques en milieu subaquatique. Avec tout de même une introduction générale sur les différentes problématiques, les différents types de dégradation qu'on peut rencontrer hormis biodétérioration. Alors on ne comprend pas encore en profondeur les phénomènes de dégradation des restes archéologiques en milieu subaquatique. Donc on sait que les facteurs qui sont à l'origine de ces dégradations peuvent être très variés, que plusieurs facteurs peuvent interagir simultanément et qui peuvent s'auto-influencer. Donc certains peuvent être de nature hydrodynamique, donc c'est tout ce qui a trait au courant, aux turbulences, aux chocs thermiques, etc. Ou de nature hydrochimique, donc là c'est plutôt tout ce qui a trait à la composition chimique de l'eau, pH, taux d'oxygénation, salinité, etc. Ça peut également être de nature sédimentaire ou biologique. Et donc ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est le biote, donc l'ensemble des organismes vivants, animaux, végétaux, qui sont présents dans le milieu et avec lesquels les artefacts vont être en contact pendant toute leur période d'ensevelissement. On s'intéressera donc au biote en lui-même, au processus de dégradation qu'il provoque et aux techniques de conservation-restauration qui sont développées pour répondre à ces problèmes. Alors dans la littérature, on lit souvent que les matériaux céramiques et lithiques sont des matériaux qui sont très stables, pas problématiques, donc qui ne demandent pas de mesures de conservation très développées, très compliquées. Donc on ne leur consacre pas beaucoup d'attention. C'est vrai que les métaux et les matériaux organiques posent beaucoup plus de problèmes. Même concernant la biodétérioration, on a plutôt tendance à associer ce type d'attaque aux matériaux organiques, donc cuir, bois, vannerie, etc. Mais on verra en fait que les matériaux inorganiques comme la pierre ou la céramique sont aussi concernés et sont aussi, en tout cas certains types de matériaux céramiques et certains types de matériaux lithiques sont aussi concernés par la biodétérioration et par des attaques du milieu environnant de façon générale. Alors ici une petite structure de l'exposé. Donc après quelques mots sur les matériaux lithiques et céramiques, on passera en revue les différents facteurs et processus de dégradation en milieu immergé qui peuvent être occasionnés lors de 4 phases différentes. Donc l'immersion, la période d'ensevelissement, la fouille et la période post-immersion, avec la période d'ensevelissement qui est vraiment le temps qui nous intéresse plus particulièrement ici. Et puis on fera un focus sur la biodétérioration. Et donc là, Marie-Julie vous parlera des différents types de dégradation qui sont liés aux espèces animales et végétales présentes dans le milieu, au type de dégradation, aux espèces à proprement parler, et puis à toutes des mesures de conservation et de restauration qui sont développées actuellement pour répondre à ces problèmes. Alors, quelques mots sur les matériaux lithiques et céramiques. On regroupe donc dans le cadre de cette présentation les ces deux familles de matériaux parce que de façon générale, elles présentent pas mal de similitudes au niveau de leur nature, au niveau des processus et des formes de dégradation et aussi au niveau de leur traitement. Alors les matériaux céramiques d'abord. Céramique, c'est un terme générique qui regroupe différents types de matériaux et ces matériaux ne vont pas se comporter de la même façon dans le milieu ambiant. Alors certains vont effectivement être assez résistants, mais d'autres vont être beaucoup plus fragiles et vont nécessiter plus d'attention. Donc on distingue les terres cuites fermées, donc, que sont les grès et les porcelaines. On a les terres cuites poreuses glacurées, donc les faïences tanifères, les faïences fines, les sigillés, etc. Et puis on a les terres cuites poreuses, donc les poteries simples en fait, sans engobe, sans glaçure. Alors les porcelaines et les grès ont une très bonne espérance de vie en milieu subaquatique. Ce sont des matériaux qui sont cuits à très haute température, qui sont très durs, très peu poreux et donc presque totalement imperméables. Donc il faut vraiment des conditions extrêmes de pH, donc soit un pH très acide, soit un pH très basique pour qu'ils commencent à s'altérer. Les terres cuites poreuses glacurées, les terres cuites poreuses par contre, elles vont être cuites à beaucoup plus basse température et en fait la vitrification complète n'est pas atteinte.
Donc, c'est des céramiques qui vont rester poreuses et qui vont être plus fragiles. Donc, les terres cuites poreuses glacurées, donc faïence, etc., sont relativement bien protégées par, ce revêtement vitrifié, tant que ce revêtement vitrifié n'est pas endommagé. Donc, à partir du moment où il est quand même atteint par, même que ce soit des micro-fissures, des micro-craquelures, là, les attaques vont vraiment commencer. Donc, ces objets-là sont protégés, mais dans un premier temps. Et par contre, les terres cuites poreuses, donc sans glaçure, sans engobe, vont être, donc possèdent pas de ce revêtement protecteur et vont être beaucoup plus ciblées par la détérioration et se dégrader de façon assez rapide. Les matériaux lithiques maintenant, alors là c'est un peu difficile de prédire un schéma de détérioration parce que les matériaux lithiques c'est des matériaux hétérogènes, donc qui contiennent un grand nombre de composants différents et leur détérioration va vraiment dépendre de leurs propriétés physico-chimiques, donc leur porosité, leur capacité d'absorption, d'expansion thermique, de contraction, leur composition chimique, etc. Alors, tout ce qui est détérioration physique, ça va plutôt dépendre du niveau de dureté de la pierre. Donc, au plus la pierre est tendre, au plus elle va être attaquée, va être exposée, donc elle va s'éroder assez rapidement par les mouvements de l'eau et du sédiment. Je vous donne quelques exemples de pierres tendres. Ce sont les pierres calcaires, en tout cas certaines pierres calcaires et certains grès, donc qui vont vraiment être assez sensibles. On a par contre des pierres dures, donc qui seront beaucoup plus résistantes, comme les granites, les basaltes ou le travertin. Donc ça c'est pour la détérioration physique. La détérioration chimique, elle va plutôt dépendre de la composition minéralogique de la pierre. Donc on a remarqué que des roches carbonatées, donc qui contiennent au moins 50% de carbonate, comme les marbres ou les pierres calcaires, ainsi que les roches qui ont une haute teneur en sulfate, comme l'albâtre ou le gypse, vont être beaucoup plus fragiles en contexte subaquatique. Alors, donc voilà, on va passer en revue les facteurs et les processus de dégradation en milieu aquatique. Donc je vous l'ai dit déjà, les dégradations peuvent être occasionnées lors de 4 temps successifs, donc l'immersion, la période d'ensevelissement, la fouille et la période post-immersion. Et on va rapidement passer en revue les dégradations successives qui peuvent être occasionnées. Alors lors de l'immersion, donc l'immersion qui peuvent être causées par toute une série de naufrages, chutes accidentelles, dépotoirs. Si on a un objet qui présentait des défauts de cuisson qui les rendaient inutilisables, etc., on l'a jeté, on s'en est débarrassé. Des pots d'offrande, des ateliers ou des habitations qui étaient situées en bordure de cours d'eau ou de lacs et qui ont été immergées suite à une élévation du niveau des eaux ou bien un affaissement du sol, etc. Alors l'immersion, elle va provoquer des dommages mécaniques comme des fissures, des cassures, des éclats, des griffures, etc. qui vont être occasionnés quand on a un choc ou un contact entre l'objet et un matériau plus dur. Donc entre une terre cuite poreuse par exemple et un rocher sous l'eau ou un autre artefact en matériau lithique ou en métal. Donc voilà. Pour l'immersion. Alors la période d'ensevelissement, c'est celle qui nous intéressera plus particulièrement ici. Donc, en fonction de l'évolution de la position de l'objet en contexte, donc au fur et à mesure de son enfouissement dans le sédiment, l'interface entre l'objet et l'environnement va être modifiée. Donc, on a 4 interfaces principaux. Donc, le premier, c'est l'interface artefact atmosphère-eau, qui est assez rare. Il faut vraiment que l'eau soit, qui ait une très petite profondeur pour que l'objet soit à la fois en contact avec l'eau et encore avec l'air. On a l'interface suivante qui est l'interface artefact-eau. Donc là, l'objet n'est pas encore, même pas un début d'enfouissement dans le sédiment, il est complètement entouré d'eau. L'interface artefact-eau-sédiment, où là, l'objet commence à être progressivement recouvert de sédiment, mais il est encore en contact avec l'eau. Et puis, on a l'interface artefact-sédiment et eau interstitielle, où là, l'objet est complètement recouvert par le sédiment. Donc, il est en contact avec le sédiment et avec l'eau interstitielle, donc c'est l'eau qui pénètre dans le sédiment, entre les particules de sédiment et qui charrie des minéraux, des matières organiques, etc. Donc chaque interface va être le lieu de réactions physiques, chimiques et biologiques différentes. Et le plus grand danger pour l'objet, ça va être quand il se trouve dans les interfaces supérieures, donc A, B, C. Une fois qu'il est vraiment profondément enfoui dans le sédiment, il se trouve en tout cas plus protégé de toute une série de dégradations, puisque, par exemple, on en parlera par la suite, mais les organismes biologiques
ont besoin d'oxygène, ont besoin d'oxygène et de lumière, donc vont rarement pénétrer le sédiment à plus de quelques centimètres. Donc là, l'objet va être un peu plus tranquille. Alors, on va passer donc en revue les différents types de dégradation. On a des dégradations de type mécanique et des dégradations physico-chimiques. Alors, mécanique, donc c'est tout ce qui est fissure, cassure, éclat, griffure, etc., qui peuvent être provoquées par un choc thermique, le gel par exemple, par la pénétration des racines de végétaux subaquatiques ou certains animaux dans les pores de l'objet, qui sont d'ailleurs d'autant plus attirés par ces objets s'ils ont été utilisés comme urnes funéraires, par exemple, et qu'on a encore des restes humains à l'intérieur, ou bien s'ils ont été utilisés pour préparer la nourriture ou servir la nourriture, ils vont y trouver des nutriments, donc ça les intéresse. Ces objets peuvent être endommagés donc, de manière mécanique par l'encre d'un bateau, par exemple, qui mouille au-dessus du site, par un éboulement, une catastrophe naturelle, la pression de la colonne d'eau et de sédiments au-dessus de lui. Si on a une céramique qui est cuite à très basse température, qui est très friable, elle risque de s'effondrer sous le poids de la colonne d'eau et du sédiment. Alors le courant peut aussi faire voyager les objets et les faire s'entrechoquer et casser. On a la pêche, on a des activités de construction, de construction de piles de ponts, de barrages, etc. qui peuvent endommager les objets. Et puis des perturbations par les plongeurs sportifs ou de loisirs aussi. Alors deuxième type de dégradation mécanique, c'est l'abrasion. Ça concerne donc surtout les objets les céramiques poreuses ou les pierres très poreuses, très tendres. Ces céramiques vont avoir tendance à retourner progressivement à l'état d'argile. Et ce phénomène d'abrasion va dépendre en fait de plusieurs facteurs. D'abord de l'objet lui-même, donc de la matière première utilisée, de la technique de façonnage, de la température de cuisson. Un paramètre donc important, ça je l'ai déjà dit, c'est la dureté. Au plus un objet est dur, au plus il va être résistant à l'abrasion. Cette abrasion va aussi dépendre de la nature du sédiment, qui va déterminer son caractère plus ou moins abrasif. Donc, on a différents types de sédiments. On a les sédiments qui sont qu'on appelle terrigènes ou détritiques, qui sont issus de l'accumulation de particules provenant de l'altération des roches et qui ont été charriées par le vent et par l'eau. On a les sédiments hydrogènes, là, qui résultent de la précipitation de substances dissoutes présentes dans l'eau. Et puis on a les sédiments organogènes, ça c'est l'accumulation de débris d'organismes vivants. Et donc ils ont plus ou moins un caractère abrasif. Donc les sédiments organogènes sont beaucoup moins abrasifs par exemple que les sédiments terrigènes ou détritiques. Alors leur action abrasive donc, dépend de leur nature, mais aussi de leur granulométrie, de la forme et de la dureté des particules. L'abrasion va également dépendre de tout le phénomène de sédimentation. Donc du temps en fait, que l'artefact va passer dans les interfaces supérieures avant d'être enfoui. On peut avoir une sédimentation très rapide ou une sédimentation très lente. Ça peut aller de 1 millimètre par an à plusieurs centimètres. Mais donc au plus vite l'objet va se retrouver enterré dans le sédiment, ça semble logique, au plus vite il va être protégé. Donc l'abrasion, oui, quatrième facteur, l'abrasion dépend aussi de la capacité qu'a l'eau à mobiliser ces particules de sédiment, ces particules abrasives. On se doute bien que l'abrasion est théoriquement plus importante dans un endroit où il y a du mouvement, où l'eau bouge, où elle charrie beaucoup de sédiments, que dans une eau qui est stagnante. Alors pour illustrer le phénomène d'abrasion, ici je vous montre deux illustrations. Donc on a deux incensarios Tiwanaku. À gauche, c'est un objet qui est en très bon état de conservation, qui se trouve à New York. À droite, c'est un objet qu'on a retrouvé en 2013 avec l'équipe de Christophe en Bolivie. Et on voit directement ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment perdu toutes les informations de surface de la céramique découverte dans le lac. On a perdu l'engobe, on a perdu le décor peint. Et ça, c'est dû au caractère particulièrement abrasif du sédiment dans cette zone-là et au phénomène de ressac. Donc il y a un phénomène qui est plus courant au niveau du littoral marin, mais qu'on trouve aussi dans les lacs de grande dimension. Et donc ce qui se passe, c'est que ce phénomène de ressac va creuser la roche, va créer des failles, des fissures par lesquelles l'eau s'engouffre. Donc l'eau voit sa vitesse augmenter et donc son action érosive sur les artefacts augmente aussi. Donc cet objet a souffert d'autant plus que la couche picturale
elle est en partie cuite, en partie réalisée à froid, donc sans cuisson. Donc on a des couleurs en fait qui étaient appliquées sans cuisson pour garder leur intensité, comme le blanc ou le jaune, d'autres couleurs. Et donc ça, un engobe et un décor peint non cuit va vraiment être très très fragile et va disparaître assez rapidement après l'immersion de l'objet. Donc on a en fait moins de 5% du matériel céramique qu'on a découvert donc, cette année-là à la récif de Coa, qui comportait encore quelques restes d'engommes. Ils sont vraiment très peu. Voilà pour les dégradations mécaniques. Alors au niveau des dégradations physico-chimiques maintenant, donc il y a le biofouling. Donc ce sont toutes les collectivités biologiques qui recouvrent la surface des objets, qui colonisent les objets, mais ça Marie-Julie va vous en parler dans la suite de l'exposé. On a les concrétions et les dépôts qui peuvent être de nature calcaire ou de nature siliceuse. Donc les concrétions calcaires, elles proviennent en fait de l'accumulation de squelettes d'organismes subaquatiques. Marie-Julie vous l'expliquera plus en détail également par la suite. Et alors de l'accumulation aussi du carbonate de calcium, qui est un sel insoluble qui est présent dans tous les environnements subaquatiques et qui va précipiter et s'accumuler, former une sorte de croûte en fait sur les objets quand on a une augmentation du pH dans le milieu subaquatique. Et donc en fait, cette couche de carbonate de calcium va venir camoufler la surface de l'objet, donc pose un problème esthétique, un problème pour comprendre la surface de l'objet, d'éventuels décors, etc. Mais d'un autre côté, il a le côté positif de protéger l'objet, former une couche de protection contre d'autres types d'attaques. Et c'est la même chose pour les concrétions siliceuses, donc elles ont aussi ce côté positif, ce côté négatif. Et ces concrétions siliceuses, elles résultent de l'accumulation de squelettes de diatomées qui s'accumulent à la surface de l'objet. Alors les taches et les colorations, on en a un exemple ici, donc ça c'est une faïence avec des taches d'origine métallique. Les taches et les colorations, elles peuvent être dues soit à des minéraux, donc comme le fer, le manganèse, qui sont présents naturellement dans le substrat et qui vont migrer à la surface des objets. Ça peut être dû à la présence d'autres objets archéologiques en métal, donc en fer par exemple, qui se trouvent à proximité, qui vont dégager des oxydes métalliques qui vont venir migrer sur l'objet céramique ou l'objet lithique, ou d'objets en matière organique qui se trouvent à proximité, qui eux vont dégager des tanins. Et alors troisième possibilité, les taches peuvent aussi être provoquées par la décomposition d'organismes végétaux ou animaux, et encore une fois Marie-Julie vous expliquera tout ça. Alors l'attaque acide. Alors l'attaque acide, c'est une dégradation qui n'est pas facilement observable, elle n'est pas aussi évidente que du biofouling, que des concrétions, que des taches, mais pourtant c'est un type de dégradation qui est peut-être même plus problématique que tout le reste. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que si on a un environnement qui a un pH acide et qu'on a des objets donc, lithiques ou céramiques qui contiennent une fraction calcaire, comme c'est souvent le cas, on va avoir la pénétration de l'eau, donc à caractère acide, dans les pores de l'objet, va dissoudre en fait la fraction calcaire de l'objet et donc provoquer l'appauvrissement de la matière, l'augmentation de la porosité. Donc c'est vraiment la matière qui est affaiblie en profondeur et qui est rendue moins résistante à d'autres attaques chimiques ou à un choc, etc. Alors, cette attaque acide, elle peut être due à quoi? Donc le caractère acide de l'eau, il peut être dû à plusieurs choses. Je vais vous embêter un petit peu avec un tout petit peu de chimie, tout petit peu. Bon, on a aussi les algues et les micro-organismes qui sécrètent des acides organiques. Ça, Marie-Julie vous en parlera. Mais l'eau peut être naturellement acide. Donc en fait, c'est quand on a une plus grande concentration en ion H+. C'est la concentration en ion H+, et en ion OH- qui définit le caractère acide, basique ou neutre de l'eau. Donc quand on a une concentration en ion H+, plus importante, on a un pH acide, donc en dessous de 7. Quand on a une concentration en ion OH- plus importante, on a une eau qui a un caractère basique. Et si on a un équilibre entre les deux types d'ions, on a un pH neutre. Généralement, ce qui est le mieux pour les objets, c'est évidemment un pH neutre. Parce qu'on a... donc l'eau à caractère acide va attaquer certains types d'objets, mais l'eau à caractère basique va aussi attaquer d'autres types d'objets qui sont pas donc selon leur nature, sont sensibles à l'un et pas à l'autre. Alors les ions H+, ils peuvent provenir soit de la combinaison
entre des molécules d'H2O et de CO2, donc qui sont dues à des échanges entre l'eau et l'atmosphère. Ça peut être dû aussi à la décomposition de matière organique, donc à l'activité biologique, et ça peut être dû à l'ionisation des molécules d'eau. Donc les molécules d'eau, ce sont des molécules qui ont une configuration dipolaire, donc on a un pôle négatif, un pôle positif. Le pôle positif, c'est l'atome d'oxygène, le pôle négatif, ce sont les 2 atomes d'hydrogène, donc qui sont liés ensemble, mais ces molécules d'eau vont, donc grâce à ce dipôle, vont s'attirer. Par contre, si la force d'attraction entre 2 molécules est plus importante que la force de cohésion, donc qui maintient ensemble les atomes au sein d'une molécule, ces atomes vont se séparer, donc on va retrouver des ions H+ mobiles qui vont conférer donc ce caractère acide à l'eau. Alors, on a des milieux subaquatiques qui sont naturellement acides, comme les tourbières par exemple, donc des milieux où on peut retrouver des artefacts, donc des tourbières, certains marais le sont également. Et puis on a la pollution qui peut aussi entraîner l'acidification des cours d'eau, des lacs, etc. L'attaque basique, elle va provoquer plutôt la destruction du squelette siliceux de la céramique, donc ça va plus affecter la glaçure que le corps de la céramique lui-même. Donc la détérioration des terres cuites glacurées va être beaucoup plus rapide en milieu basique qu'en milieu acide. Elles vont être relativement bien protégées en milieu, donc si le pH est acide, c'est pas trop grave. Par contre, ça va être plus grave pour des céramiques qui contiennent une fraction calcaire. Et l'attaque basique, elle se passe en fait, elle provoque la lamination, la délamination de la surface et l'élimination de la surface sous forme de feuillet. Donc une destruction de l'objet. Dernier type de dégradation physico-chimique ici, c'est la réhydratation. Alors ça concerne vraiment des céramiques qui sont très très poreuses, qui sont cuites à très basse température, donc entre 600 et 800 degrés par exemple. En fait, à cette température-là, on n'a pas la restructuration des matières minérales et la formation d'un espèce de ciment qui va lier ensemble les composants de la pâte et qui vont rendre la céramique solide et cohérente. Donc ça ne se passe pas quand on a une température de cuisson qui est basse. Et donc, ce sont des objets qui vont rester très fragiles et leur immersion va vraiment entraîner assez rapidement leur déformation et puis leur désintégration. Et ça concerne donc les céramiques qui sont cuites à basse température, mais aussi les engobes, les décors non cuits et les engobes. Alors, rapidement, la fouille aussi peut endommager les objets, peut provoquer des dommages plutôt de type mécanique, donc fissures, cassures, éclats, etc., qui peuvent être provoqués par différentes choses. Bon, d'abord l'usage d'un matériel qui est vraiment spécifique à la fouille subaquatique, comme l'airlift, donc qui est ce système de pompage du sédiment avec injection d'air, qui peut endommager le matériel archéologique, donc qui doit être utilisé avec précaution. On a un autre outil qui est le water dredge, qui lui fonctionne avec un courant d'eau et pas d'air. Donc là, c'est plus doux pour... c'est mieux. Si, c'est mieux. Donc il est plus compact, plus léger, donc permet un travail un peu plus délicat. Des dommages mécaniques peuvent aussi être provoqués simplement parce que les conditions de travail sous l'eau ne sont pas toujours faciles. Donc on peut avoir de l'obscurité, de la turbidité, du courant, de la température, une eau qui est très froide, etc. Tout ça, ça ne facilite pas le travail de l'archéologue et ça peut conduire à des petits accidents. Voilà pour la fouille. Alors, la période post-immersion, l'immersion, elle occasionne un premier changement de conditions environnementales. Elle va provoquer toute une série de dégradations qui sont liées au nouveau contexte de conservation. Mais progressivement, les objets, donc s'ils sont très vite attaqués par toute une série de facteurs sous l'eau, vont quand même progressivement se stabiliser, leur état va se stabiliser et ils vont se dégrader de moins en moins. Mais plusieurs siècles, plusieurs millénaires plus tard, le plongeur vient, donc le fouilleur vient dégager cet objet qui va de nouveau se retrouver en déséquilibre par rapport à son environnement, qui va être sorti de l'eau et qui va de nouveau connaître donc un changement brutal d'environnement. Et donc, on va avoir une reprise et une accélération des dégradations. On a deux types de dégradations mécaniques principales qui sont liées donc à l'immersion de l'objet, qui peuvent être dues à un séchage incontrôlé ou à la présence de sels solubles qui n'ont pas été éliminés par un dessalement. Et puis, on a tous les types de dégradations qui concernent en fait tout objet, qu'il soit
issus d'un milieu immergé ou non, donc qui peuvent être dus à la lumière, à l'humidité relative, un incendie, une intervention humaine comme du vandalisme, etc. Mais ça, on ne va pas en parler, ça concerne tous les objets en fait. Alors les dégradations dues à un séchage incontrôlé d'abord. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, donc si on ne contrôle pas ce temps de séchage, on va avoir une déshydratation rapide de l'objet qui va occasionner des retraits, des fissurations, l'écaillage de la surface, etc. Parce que si l'eau s'évapore lentement, elle va exercer une pression sur les parois des pores beaucoup plus importante que si elle prend son temps pour s'éliminer, pour s'évaporer, ce qui va entraîner un stress interne et provoquer donc les dégradations que j'ai dit. Et puis l'eau, en fait, l'eau pour les objets, en tout cas pour les objets très fragiles, elle constitue une sorte de support pour la matière, et quand elle va s'évaporer, ce support va disparaître, ce qui risque, pour des céramiques très peu cuites, etc., de provoquer leur effondrement. Donc d'où l'importance de faire un séchage très contrôlé, et même parfois de faire une consolidation avant séchage. Donc oui, faire une consolidation sans passer par une phase sèche pour que l'objet, pour remplacer en fait l'eau présente dans les pores de l'objet par un consolidant, donc simplement remplacer le support qui soutient la matière. Alors, les dégradations dues à une contamination par les sels solubles, vous en avez un exemple ici, donc de l'évolution de l'état d'un objet qui a été contaminé par ces sels et qui n'a pas été dessalé. Alors, les sels, ils peuvent être d'origine interne, donc ça peut être lié à des matières premières utilisées. On a des argiles qui contiennent naturellement des sels. Ça peut être externe, donc lié au contact entre la céramique et l'environnement. Donc, on pense au milieu marin, évidemment. Mais certaines eaux intérieures, certains lacs peuvent aussi être salés. Alors, donc certains lacs salés, par exemple la mer Caspienne, la mer d'Aral, la mer Morte, qu'on appelle mer en fait, mais qui sont, à cause de leur étendue, mais hydrologiquement parlant, ce sont des lacs. Donc ces lacs sont salés. Le Grand Lac Salé aux États-Unis, le lac Balkach au Kazakhstan, etc. Et dans certains cas, la salinité est même supérieure à la salinité de l'eau de mer. Par exemple, dans le cas de la mer Morte, on a environ 275 grammes de sel par litre. Pour comparaison, la mer Méditerranée, c'est 35 grammes par litre. Donc là, si on retrouve des artefacts dans ce type de contexte, ils ont vraiment intérêt à être dessalés, sinon ça finit comme ça et ça finit par être détruit complètement en fait. Alors les cours d'eau, eux, sont par contre toujours non salés, mais il arrive qu'on ait une intrusion en fait de l'eau de mer dans le lit du fleuve au voisinage de l'embouchure. Donc quand on a un débit du fleuve qui est très bas, quand il n'y a pas plu pendant très longtemps, qu'on a une période de sécheresse et que l'eau s'écoule très lentement, l'eau de mer va remonter le long du lit du fleuve. On a ça pour le Rhône par exemple, où l'eau de mer peut remonter jusqu'à 35 km le long du lit du fleuve, donc c'est assez loin. Et le problème de sel peut donc concerner des objets qui sont immergés ou enfouis dans le sédiment pas trop profondément, mais aux alentours de l'embouchure ou dans le cas du Rhône, donc jusqu'à 35 km en aval. Merde. Alors, donc ces sels, ce sont essentiellement des chlorures, c'est les plus abondants. On a des nitrates, des phosphates, des carbonates, des sulfates, qui ne posent pas vraiment problème donc, quand l'objet est encore immergé, parce qu'ils sont à l'état dissous, mais qui peuvent devenir problématiques après l'immersion si on ne fait aucun traitement de dessalement. Alors, soit ils vont migrer vers la surface, c'est ce qu'on appelle les efflorescences salines, comme on voit sur l'image ici, qui vont entraîner une perte de lisibilité et des délitements de la matière, et puis la destruction en fait totale de l'objet. Ou alors ils peuvent cristalliser à l'intérieur de l'objet, c'est ce qu'on appelle les subflorescences salines, qui vont, elles, provoquer l'effritement de la pièce. Donc le danger c'est vraiment une fois qu'on a sorti l'objet de l'eau, et c'est, même si on a fait un dessalement, on n'élimine jamais totalement les sels, il y a toujours des sels résiduels. Donc l'important c'est aussi de contrôler les changements d'hygrométrie par la suite pour l'exposition d'un objet, parce que si on a vraiment une alternance continue entre donc une hygrométrie faible puis une hygrométrie élevée, on va tout le temps avoir un changement d'état des sels qui vont cristalliser, puis se redissoudre, recristalliser, etc. Et ça provoque un stress énorme dans l'objet. Et donc, qui va se dégrader et finir par se détruire.
voilà pour l'ensemble des dégradations. Maintenant, on va faire vraiment un focus sur la biodétérioration. Je vous parlerai, moi, donc je vais vous faire une petite introduction et puis vous parler du concept de bioréceptivité. Puis Marie-Julie prendra le relais pour les dégradations, les espèces et tout ce qui est mesures de conservation-restauration. Alors, les effets des organismes marins sur les objets immergés, on ne les connaît pas encore très bien, mais c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. On commence vraiment à s'intéresser aux phénomènes de dégradation dus aux organismes biologiques et aussi à l'établissement d'approches innovantes pour protéger ces objets archéologiques, soit in situ, soit après l'immersion. Alors, on a certains critères qui vont influencer la présence et le développement d'organismes vivants. Par exemple, la température de l'eau, la pénétration de la lumière, le pH, la minéralisation, la teneur en oxygène, la composition chimique de l'eau et du sédiment, aussi la concentration en nutriments et la compétition pour la nourriture entre les espèces et entre les individus. Donc tout ça va faire qu'on aura une forte présence d'organismes susceptibles d'attaquer les objets ou pas. Ce sont des organismes qui sont soit des micro-organismes, soit des macro-organismes. Donc macro-organismes, tout ce qui est mollusques, algues, etc. Micro-organismes, tout ce qui est diatomées, certaines bactéries. On verra ça par la suite. Alors la plupart ont besoin d'oxygène et de lumière pour se développer et donc vont être plutôt concentrés dans les couches supérieures, en tout cas dans l'interface au sédiment, au premier centimètre du sédiment. Donc ce sont vraiment les objets qui vont être situés dans ces zones-là qui vont être prioritairement menacés. Oui, donc on va observer vraiment souvent un gros pourcentage de biodétérioration pour des objets qui vont être complètement exposés à la colonne d'eau, complètement exposés au courant, à la lumière et aux nutriments. Une biodétérioration qui sera un peu moins importante pour des artefacts qui vont être partiellement enfouis ou qui vont être en alternance recouverts de sédiments, puis de nouveau exposés à la lumière, etc. Et puis une biodétérioration qui peut être quasi nulle pour des objets qui sont vraiment complètement enfouis dans le sédiment. Alors, donc les matériaux céramiques et lithiques diffèrent du point de vue de leur dureté, de leur porosité, donc au niveau de la forme, de la taille, de la distribution et de l'orientation des pores, de leur pH, de leur texture, de leur composition chimique, etc. Et ce sont ces caractéristiques qui vont les rendre ou non favorables au développement biologique. Donc on parle de bioréceptivité ou d'artefacts bioréceptifs ou non bioréceptifs. Alors la bioréceptivité, elle peut être de trois types: primaire, secondaire ou tertiaire. La bioréceptivité primaire, c'est le potentiel d'un matériau sain à être colonisé. La bioréceptivité secondaire, c'est le potentiel d'un matériau qui est déjà dégradé par des facteurs biotiques ou non biotiques à être colonisé. Donc un objet qui est déjà fissuré, micro-craquelé, etc., ça va en fait faciliter la colonisation biologique. Et puis on a la bioréceptivité tertiaire. Là, c'est le potentiel d'un matériau qui contient des nutriments, donc des organismes morts, des déjections, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, des restes humains si l'objet a servi d'urne funéraire, ou des restes d'aliments. Donc c'est le potentiel de ce matériau à être colonisé. Le processus de biodétérioration va impliquer l'utilisation des artefacts comme source de nourriture, comme support pour leur développement et comme protection, puisque s'installer dans un matériau dur et résistant, ça va offrir aux organismes un abri contre la prédation, contre le courant, contre les vagues et d'autres types de pression. Donc c'est intéressant évidemment pour ces organismes. Comme je l'ai déjà dit, les matériaux qui sont plus tendres et plus poreux vont être le plus susceptibles d'être colonisés parce qu'ils vont d'une part rendre physiquement l'installation et le développement d'organismes plus faciles. C'est plus facile de percer dans des objets tendres et moins cuits que dans une pierre très dure ou dans du métal. Et d'autre part, ça les intéresse aussi parce que donc, dans le cas de ces objets très poreux, l'eau va vraiment pénétrer en profondeur dans la matière. L'eau et en fait tous les nutriments qu'elle charrie et qui sont intéressants pour les organismes. Donc ça les intéresse aussi dans ce but-là. En fait, les surfaces lisses et imperméables des céramiques glacurées, ça les intéresse aussi. Ouais. Parce que en fait, elles reflètent la lumière, elles attirent la lumière et ça va favoriser la photosynthèse. Donc
Donc en fait, il y a pas mal d'objets. On se dit que voilà, la céramique, la porcelaine, la faïence, ce sont des objets desquels on ne doit pas trop s'inquiéter, mais on voit que ces objets sont aussi la cible de tout type d'attaques, dont des attaques d'organismes vivants. Encore deux petites remarques et après je passe la parole à Marie-Julie. D'une part, au niveau du pH, donc en général, les organismes vivants préfèrent un pH neutre, mais ils savent assez bien s'adapter et donc ils vont quand même pouvoir se développer dans un pH acide ou non pas trop, ou un pH basique pas trop non plus. Donc on a l'eau qui est à caractère basique ou acide, mais on a aussi les artefacts eux-mêmes qui ont un caractère acide ou un caractère basique. On a par exemple le granit ou certains grès qui ont un pH acide. On a certains marbres et certaines pierres calcaires qui ont un pH basique. Donc ils vont favoriser le développement de certains types d'organismes et pas d'autres. Et dernière petite remarque, alors certains composants des objets peuvent être aussi un frein au développement d'organismes vivants. On a remarqué par exemple que les cristaux de dolomite qui sont présents dans le marbre de Carrare étaient un frein au développement biologique. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, mais du coup le marbre de Carrare est moins attaqué étant donné la présence de ces cristaux de dolomite, il semblerait, que d'autres types de marbres. On a le cuivre, par exemple, qui est un matériau biocide également, qu'on peut retrouver donc, sous forme d'oxyde de cuivre dans des engobes, dans des glaçures, qui va être aussi un frein au développement d'organismes biologiques, même si c'est en tout cas un frein dans un premier temps, mais ça ne va pas empêcher la colonisation à long terme. C'est bon. Voilà. Ça va, vous tenez le coup? Ça va? C'est parti, on va voir quelques petits trucs assez rigolos, on va voir un peu les espèces, on va voir les sales petites bébêtes et tout ça qui sont nos pires ennemis, nous les conservatrices, et même les archéologues, parce qu'on va voir que pour certaines espèces, elles camouflent, elles colonisent la surface et elles camouflent pas mal d'informations qui sont utiles pour l'archéologue pour l'étude des objets. Alors, je vais juste revenir peut-être en arrière, voilà. Donc voilà, moi je vais vraiment vous parler des altérations types provoquées par les organismes animaux, végétaux qu'on retrouve sous l'eau. Donc nous avons ici, voilà, juste pour intro, comme l'a dit Aline, on a tendance à dire que certains types de matériaux sont plus résistants aux attaques biologiques. Là, vous voyez ici un exemple de porcelaine qui a été complètement fusionné avec des concrétions calcaires. On peut même voir, je ne sais pas si vous voyez, là au-dessus, on voit une concrétion en forme de serpent. C'est une concrétion d'un verre tubicole. Donc là, on voit qu'il y a donc, les attaques et ça a vraiment fusionné. Vraiment, on voit qu'il y a eu une belle attaque. Et c'est le genre de pièces problématiques où on ne sait pas faire grand-chose en fait. Alors, premier type de bio-altération, le biofouling, qu'Aline a déjà parlé plusieurs fois, qui est vraiment cette collectivité biologique qui va recouvrir l'artefact, qu'il soit céramique ou lithique. Et c'est en fait un entremêlement d'organismes, de micro-organismes ou de macro-organismes qui vont être entremêlés ou adjacents les uns aux autres, et qui vraiment recouvre soit partiellement ou soit complètement l'objet et qui va poser problème au niveau de l'étude de l'objet. Voilà, ici on voit encore que c'est un visage, on devine un nez, on devine des lèvres, mais bon, beaucoup d'informations sont camouflées, peut-être des décors, peut-être des inscriptions. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, on doit s'attacher à ce genre d'altération et savoir surtout comment pouvoir les solutionner. Alors, deuxième type de bioaltération est la biominéralisation. Donc, c'est le principe on va dire, d'accumulation de squelettes de de macro-organismes également sur la surface de l'objet, dû en fait à la présence, donc c'est des organismes qui sont composés par exemple de squelettes siliceux ou de squelettes carbonatés qui vont s'accumuler et former des concrétions ou des dépôts sur la surface. Même problème que pour le biofouling, c'est que c'est un type de, on va dire, de détérioration qui va camoufler
l'objet, qui va cacher peut-être certaines informations utiles à l'archéologue, qui peut aussi provoquer des tensions au sein de l'objet. Des fois, c'est des concrétions qui sont plus dures que le matériau original. Donc voilà, il peut y provoquer peut-être des fissures, des cassures sur le long terme. Ici, vous avez deux exemples. Donc ici, ça serait des concrétions plutôt calcaires et ici, des concrétions siliceuses. Siliceuses, c'est souvent le cas d'accumulation de squelettes de diatomées. Et on verra les autres bébêtes responsables des concrétions calcaires. Alors ici pour un autre type d'altération qui sont les taches et les colorations qu'on peut retrouver sur certains objets enfouis sous l'eau. En fait c'est une altération qui est due en fait à la décomposition des organismes composés de pigments, que ça soit, c'est souvent le cas des algues ou des bactéries qui possèdent, qui sont composées de pigments et qui vont donner des couleurs dépendant du coup du type d'algue ou du type de bactérie et du type de pigment dont elles sont composées. Alors ici j'ai mis pour exemple, on a mis comme exemple cette céramique qui provient du musée de Chayapampa sur l'île du Soleil en Bolivie, qui est issue des fouilles de Reynard de 1991. Et vous pouvez voir cette couleur assez particulière rosée, hein, c'est assez mignon, c'est pas le seul exemple du musée. Et là, on se demande, est-ce que c'est probablement une coloration due à la présence de micro-algues ou de bactéries. Ici, l'objet n'a pas été étudié, donc on ne peut pas vraiment le définir. On s'est posé la question à savoir est-ce que cette coloration était apparue due à, on va dire, au fait que l'objet était sorti de l'eau, qu'il a été exposé aux rayons solaires, en se disant qu'on est en altitude, on est à près de 4000 mètres d'altitude, l'index UV est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il y a eu des interactions? Ben voilà, c'est un peu des questions qu'on se pose. Autre exemple ici de cette pièce, on le montre principalement, on va s'intéresser, là ici les taches on va dire plutôt orangées, rougeâtres sont probablement dues à des, on va dire à des oxydes métalliques. Mais par exemple cette tache plutôt brunâtre, noirâtre ici est probablement une pigmentation organique. Autre type d'altération, la plus problématique, est la bioérosion, terme aussi qu'on retrouve dans la littérature aussi sur le terme de boring. Alors là, c'est celle qui nous pose le plus de problèmes et qui pose le plus de problèmes pour l'objet. C'est le fait que certains organismes sont capables d'agir sur l'objet de façon chimique ou mécanique ou par combinaison des deux. C'est-à-dire que certains organismes, comme l'a expliqué Aline, sont capables de sécréter des acides qui vont dissoudre la fraction calcaire si elle est présente dans l'objet, que ce soit céramique ou lithique, qui va affaiblir l'objet et qui va permettre du coup à certains organismes de creuser des cavités, des chambres, des tunnels pour s'y abriter comme support, comme Aline l'a expliqué. On distingue deux types de creusement, de boring, le micro-boring ou le macro-boring. Le micro-boring, c'est donc des creusements qui sont réalisés par des micro-organismes. Ce sont un type d'altération qui n'est pas visible à l'œil nu et qui est par contre qui peut être très problématique pour l'objet parce qu'il y a vraiment du coup une attaque en profondeur de l'objet. Et vraiment, l'objet va perdre de sa cohésion, de sa résistance et va donc moins bien supporter des attaques ultérieures, qu'elles soient donc, comme on l'a vu, chimiques ou mécaniques. Le macro-boring est du coup dû plutôt à des attaques de macro-organismes qui sont comme des éponges ou des mollusques bivalves qui vont, eux, donc, arriver également à creuser. Donc, vous voyez ici ce portrait qui a été complètement piqué et altéré par la colonisation biologique. Et c'est un type, du coup, d'altération qui, si l'objet n'est pas pris à temps, peut amener jusqu'à la destruction complète de l'objet. Alors, maintenant, on va voir des petites bébêtes, hein, les méchantes petites bébêtes, mais très jolies quand même, pour certaines, elles sont magnifiques. Avant de passer là-dessus, il est important je signale juste qu'il existe, on distingue trois types de colonisation.
Première colonisation est la colonisation endolytique, qui est simplement qui correspond à ce fouling, à cette colonisation de surface du substrat. Deuxième type de colonisation est une colonisation casmolytique. Donc ça, c'est une colonisation qui est faite par des organismes qui vont profiter des cavités préexistantes d'un substrat et qui vont aussi, du coup, les utiliser. C'est en fait un peu des squatteurs et qui vont utiliser donc, pour les mêmes raisons, que ce soit pour se protéger, pour s'y nourrir ou comme support. Troisième type de colonisation est celle qu'on a vue et qui est associée à la bioérosion, c'est la colonisation euendolytique, qui est du coup causée par des organismes perforeurs qui sont capables de ces actions chimiques, mécaniques ou cette combinaison des deux, et qui vont du coup vraiment attaquer en profondeur l'objet. Ces organismes sont aussi appelés des endolytiques perforeurs ou des bioérodeurs. Alors, nous commençons. Premier petit organisme, c'est les cyanobactéries. Alors, ce sont des bactéries coloniales, pour la plupart microscopiques, qui vont se fixer au substrat à l'aide d'une enveloppe gélatineuse. Ce sont des bactéries qui contiennent principalement de la chlorophylle, d'où cette couleur verte, mais elles peuvent être composées également d'autres types de pigments. On les retrouve dans des environnements assez variés, dans des conditions assez extrêmes. C'est des bactéries qui peuvent supporter des eaux très froides, des glaces polaires, peuvent supporter des eaux très chaudes, des eaux acides, des eaux polluées. Donc c'est vraiment des warriors. Et elles sont donc responsables de dégradations telles que le fouling, donc cette colonisation biologique de surface, de la bioérosion, également donc de taches et de coloration du substrat. Après, voyons les foraminifera, qui sont des embranchements protozoaires unicellulaires, donc c'est de l'ordre du macroscopique, qui sont composés d'un squelette minéral, du coup qui vont provoquer, qui peuvent amener à une biominéralisation, c'est-à-dire une concrétion donc, sur le substrat. Donc comme on peut voir, elles peuvent se former en colonies, et si c'est le cas, elles peuvent vraiment former des super organismes. On les retrouve dans des eaux salées principalement, mais parfois eau douce. On peut les retrouver à différents types de profondeur et sur et dans le sédiment. Et ça, c'est important parce que, comme l'a signalé Aline, on a tendance à se dire qu'un objet qui est enfoui dans le sédiment est beaucoup plus protégé d'attaques biologiques. Ici, c'est un type d'organisme qui est capable d'aller jusqu'à 15 cm en profondeur dans le sédiment, donc il peut vraiment attaquer. Donc on n'est jamais, à l'abri d'une attaque biologique, même dans le sédiment. Donc ils sont responsables de dégradation telles que le fouling, la bioérosion et la biominéralisation due au fait de ce squelette minéral qui peut du coup se former un dépôt sur le substrat ou des concrétions. Alors, les bryozoaires, appelés actuellement des ectoprocta, sont des animaux coloniaux et sessiles. Sessiles qui veut dire en fait qu'ils se fixent définitivement sur le substrat et qui sont composés d'un squelette carbonaté. Donc vous avez un exemple ici en haut, donc on voit un peu. C'est aussi des animaux qu'on appelle familièrement l'animal mousse, d'où sa morphologie, c'est assez mignon. C'est des organismes qu'on retrouve, qui sont principalement des espèces marines en majorité, mais on peut également les retrouver dans les eaux douces et saumâtres, et colonisent donc tout type de matériaux, donc personne n'est à l'abri. Et donc j'utilise le substrat, comme support, mais pas comme, on va dire, va utiliser pour se nourrir, mais donc va se fixer et va pouvoir se nourrir de microalgues ou de micro-organismes déjà colonisant le substrat ou environnant, en passant par là. Et donc sont responsables de dégradations telles que le fouling et la biominéralisation, toujours due à ce squelette carbonaté. Les algues. Alors là, nous avons deux types, les unicellulaires qui sont microscopiques, tels que les diatomées, ou les pluricellulaires macroscopiques, tels que les algues corallines. Donc les diatomées sont composées d'un squelette externe siliceux, qui vont former donc des concrétions siliceuses.
Ils vivent donc, peuvent vivre isolés ou en colonie, libres ou attachés à un support. On les retrouve dans à peu près tous les types de milieux marins, mais de préférence dans des eaux froides et dormantes, donc sans trop de remous. Donc ils sont responsables de dégradations telles que le fouling et la biominérisation due à cette composition de squelette minéral. Et pour ce qui est d'un exemple d'une espèce pluricellulaire macroscopique, les algues corallines font partie des algues rouges. Elles sont également composées d'un squelette calcaire. Donc ici, vous aviez un exemple de diatomée, de représentation d'image macroscopique, et ici un exemple d'algues corallines qu'on retrouve du coup dans des environnements plutôt marins et recouvrent et colonisent du coup plutôt des objets lithiques. Donc, ils peuvent coloniser d'autres types de matériaux, mais le lithique, c'est principalement le type de substrats qui sont attaqués par ce type d'algues. Ils sont responsables de dégradations telles que des taches. Donc c'est ce qu'on a vu tantôt. Ils sont composés de certains types de pigments qui peuvent colorer le substrat. Ils sont responsables de bioérosion et de biominéralisation due à leur squelette carbonaté. Alors, et de fouling, de recouvrement évidemment de la surface. Hop là. Alors, les cléonaidés. Donc ça aussi c'est assez mignon. Hein. Ce sont des éponges perforantes qu'on appelle donc boring sponge, qui vont coloniser les roches calcaires par combinaison d'actions chimiques et mécaniques. C'est ce qu'on vous a expliqué plusieurs fois, toujours ce principe d'une capacité de l'organisme à sécréter un acide qui va dissoudre la fraction calcaire du substrat et pouvoir du coup l'affaiblir et pouvoir creuser des galeries dedans. C'est un environnement c'est une espèce qu'on retrouve principalement dans des milieux marins, mais on peut également, certaines espèces peuvent également tolérer des eaux saumâtres et douces et sont responsables donc toujours de bioérosion ou de biominéralisation due à leur morphologie et au fait qu'ils soient composés d'un squelette minéral. Alors, les mollusques bivalves. Donc là, on a quelques exemples. Parmi les plus communs, on a le Lithophaga qui est aussi appelé la date de mer. C'est super mignon. C'est ceci. Et comme vous pouvez voir, ces macro-organismes sont capables également d'attaquer le matériau, la fraction calcaire, par toujours ce même mécanisme d'action chimique et mécanique. Et du coup, ce sont donc une espèce qu'on retrouve principalement dans des milieux marins et très communément en Méditerranée. Alors après, vous avez les Rosellaria dubia, ici, qui ont la particularité de creuser des orifices en forme de 8. Donc si vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sont du coup des espèces qui sont ces deux premiers types de mollusques lithophages qui sont responsables donc d'altérations telles que le fouling, la bioérosion et la biominéralisation. Et la troisième espèce, qui est la Corallophaga lithophagella, super facile à dire, qui sont, eux, par contre, des organismes qui sont incapables de sécréter un acide, dont la constitution ne le permet pas. Et en fait, ce sont des squatteurs. On en a parlé tantôt avec les types de la deuxième type de colonisation casmolithique. Et ben voilà, ces squatteurs, ils vont utiliser les cavités préexistantes de l'objet, qui soient soit naturelles, soit creusées par d'autres types d'organismes. Voilà, c'est l'exemple. Et donc responsables de fouling et de biominéralisation. Et enfin, on va finir pour les espèces avec les vers polychètes tubicoles. Donc vous voyez, c'est super joli. Ce sont des espèces qui vivent à l'intérieur d'un tube fait de calcaire, de chitine, de sable agrégé, etc. Ils se fixent au substrat calcaire et creusent des galeries en forme de U. On les retrouve principalement dans des milieux marins ou dans des estuaires et sont responsables alors de dégradations telles que le fouling, la bioérosion et la biominéralisation. Donc on peut voir ici un exemple d'un substrat qui a été colonisé par ce type
d'organisme et on voit vraiment les concrétions, le tube tubicole qui est concrétionné ici et qui est fixé au substrat. Maintenant, parlons un peu de conservation et de restauration et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que conservateur pour essayer de limiter ou d'intervenir pour pouvoir dégager certains types de ces dégradations. Déjà, premièrement, on peut intervenir in situ. Donc, il est possible, par exemple, pour des objets qu'on va réimmerger ou qu'on ne peut pas sortir de l'eau, il est possible du coup de les recouvrir d'un géotextile et de les réenfouir dans le sédiment. Ce géotextile qui a la capacité de laisser passer l'eau, mais de faire une première barrière pour les attaques biologiques. Et le fait d'être enfoui dans le sédiment va permettre aussi que l'objet soit protégé également, on va dire, de l'abrasion due à l'eau ou du sédiment. Et on peut également, autre technique, l'application d'une couche protectrice anti-fouling, donc anti-colonisation biologique. Cette technique, en fait, se base sur un mélange à base de cire et d'un mélange de nanoparticules, donc de molécules en fait, qui ont des propriétés soit antibactériennes, soit photocatalytiques, qui vont être choisies. Et également, en fait, la cire elle-même a un pouvoir, on va dire, anti-fouling. Ce mélange va être appliqué sur l'objet dans l'eau, directement dans l'eau, et peut tenir une vingtaine de mois. Donc c'est le cas, on va utiliser ce genre de technique pour par exemple des copies archéologiques dans le cadre de constitution de musées subaquatiques donc sous l'eau et qu'on va du coup utiliser cette technique pour protéger et limiter les attaques biologiques possibles. Du coup, du fait que c'est une couche qui ne va pas tenir très longtemps, il est important de répéter cette opération, dans l'idéal, on va dire dans tous les 12 à 24 mois, afin d'assurer que l'objet soit le plus protégé possible. Il est important de prendre en considération que, évidemment, ce type de technique demande un suivi contrôlé, demande une connaissance du milieu dans lequel l'objet est maintenu. Il faut considérer que le milieu va changer, se modifier, il y a pas mal de facteurs. Une connaissance aussi du type de matériau qui est enfoui, savoir au niveau de sa porosité, de sa fragilité. Donc ça demande toujours un suivi régulier. Alors, si l'objet peut être prélevé s'il présente des dégradations de type biologique, on peut réaliser des nettoyages différents selon le type d'altération. Le fouling, c'est une colonisation de surface, donc on peut intervenir simplement mécaniquement à l'aide de scalpels, de microburins, de stylos abrasifs. Si en effet c'est des concrétions calcaires, on peut également utiliser les techniques traditionnelles mécaniques, donc toujours outils scalpel, microburins, stylos abrasifs et autres. On peut également utiliser des techniques physiques, c'est-à-dire l'utilisation par exemple d'eau sous pression, d'abrasion à l'aide de gaz comprimé, ou alors d'utilisation d'ablation au laser ou d'utilisation de générateurs ultrasoniques qui va permettre, par exemple, l'utilisation d'ablation au laser consiste à donner une énergie très intense sur la concrétion qui va chauffer la concrétion, qui va la dilater et la faire sauter du substrat. Après, nous avons également des techniques chimiques, donc utilisation de DTA ou d'acide sous forme de compresse pour ramollir. Donc c'est toujours ce même procédé d'utiliser un acide pour solubiliser, dissoudre le calcaire, le rendre plus facilement, le ramollir et pouvoir l'éliminer après mécaniquement. On peut également utiliser des solutions aqueuses de CO2. Ça, c'est le principe, se base sur l'idée d'injecter du CO2 dans l'eau où l'objet se trouve. Donc ça suppose que l'objet est dans l'eau. Ça va diminuer le pH de l'eau. Ça va former un acide carbonique. Et celui-ci, en association avec le calcaire, avec la concrétion, va former un bicarbonate de calcium qui est beaucoup plus soluble que ce dernier et qui va permettre du coup de pouvoir être éliminé mécaniquement également. Maintenant, toutes ces techniques, oui, c'est bien, il en existe, c'est super et tout,
mais c'est assez agressif. L'utilisation d'acides sur des concrétions vont les ramollir, mais si l'objet de base, naturellement, possède une fraction calcaire au sein de sa matière, ces acides peuvent ramollir effectivement les compressions, mais peuvent aussi attaquer la matière originale. Donc, à faire évidemment, à utiliser avec précaution, en connaissance du matériau même, et par des spécialistes. Même chose pour les méthodes physiques. Voilà, c'est des altérations qui peuvent être agressives. On parlait de l'ablation au laser. Ben voilà, on fait sauter une concrétion, très bien, mais est-ce qu'on n'arrache pas de la matière originale aussi? Donc voilà, c'est toujours, quand on agit sur un objet, il faut toujours peser le pour et le contre, savoir s'il est nécessaire d'intervenir, si ça ne va pas endommager l'objet, que ce soit fait par des spécialistes, des gens qui maîtrisent ces matériaux et ces techniques, parce que souvent on va dire que le nettoyage est des fois fait, on va dire, au moment de la fouille, et ça peut faire des dégâts. C'est un nettoyage, ça reste quelque chose d'irréversible. S'il est mal fait, ou de façon trop rapide, ou pas avec les bons outils ou la bonne connaissance du matériau, ben, ça peut faire des gros dégâts sur lesquels on ne peut pas revenir. On parlait des concrétions calcaires, il y a également les concrétions siliceuses. Donc celles-ci sont plus problématiques parce qu'elles sont beaucoup plus solides que les précédentes. Elles ont, du fait qu'elles sont siliceuses, elles peuvent former des ponts très résistants avec des matériaux qui sont composés de silice et du coup vraiment se fusionner avec la matière originale, et ce qui peut être vraiment très problématique à éliminer. Et enfin, les taches et les colorations aussi peuvent être éliminées mécaniquement ou avec un apport chimique. Mais là, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'une tache ou une coloration sur un objet est quelque chose de nocif à l'objet? Tant que l'objet peut être étudié, tant que la coloration, les taches ne gênent pas la lecture de l'objet, ne jamais intervenir s'il n'est pas nécessaire. C'est un peu une règle de base. Voilà. Si on peut éviter de toucher à l'objet, si l'altération n'a pas de conséquences négatives, ou ne risque pas d'altérer davantage l'objet, ne pas intervenir n'est pas grave. Il faut juste avoir une connaissance et étudier le cas. Après ça, voilà, on peut également réaliser une consolidation des objets qui ont été, par exemple, dus à des attaques acides, microscopiques, où elle a été, on va dire, affaiblie vraiment au niveau de la profondeur, que l'objet a été vraiment affaibli par toutes ces attaques biologiques. On peut réaliser des conciliations. Si l'objet est encore gorgé d'eau ou humide, on utilisera des résines type cellulosique ou acrylique en dispersion aqueuse, qui ne vont pas interagir avec le fait que l'objet soit encore humide. Et si l'objet peut subir un séchage contrôlé et être traité après séchage, à ce moment-là, on peut utiliser donc des résines acryliques en solution, telles que le paraloïde B72, qu'on connaît assez bien en archéologie, et qui a l'avantage d'être très stable, d'être neutre par rapport au substrat et d'être très résistant aux attaques biologiques. Et nous en avons fini. On vous remercie. Et on attend vos questions, ou pas. Je me mets là comme ça.